va évoquer ensemble donc, justement cette place de la prévention dans le système de santé. Alors pour être sûr qu'on parle d'ailleurs tous bien de la même chose, j'aimerais déjà qu'on en donne au premier lieu les contours, que vous donniez chacun votre propre définition de la prévention. Ça va d'où à où la prévention pour vous, Éric Regnault? Ça marche, allez-y, parlez, sans crainte. Alors, la prévention. Ça marche? Si, ça va marcher. Mettez bien le micro à côté de votre menton, voilà, comme ça. Oui, vous m'entendez, d'accord, très bien, voilà. Merci. Alors, la prévention, pour nous à l'ARS, ce sont l'ensemble des mesures qui évitent la survenue de problèmes de santé. Et on se réfère dans la classification, dans la structuration qu'on met sur la prévention, on se réfère à la classification de l'OMS, prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc prévention primaire, les mesures qui évitent la survenue, l'apparition d'un problème. Donc l'exemple type, c'est la vaccination. Prévention secondaire, on va être sur la détection précoce ou le dépistage de lésions qui pourraient s'aggraver ou donner une maladie. Et puis la prévention tertiaire, qui est une fois que le problème a été traité ou pris en charge, eh bien, pour éviter qu'il ne se complique, pour le stabiliser ou pour éviter qu'il réapparaisse s'il a été totalement résolu. Donc dans la politique de santé qu'on met en œuvre, on s'intéresse à ces trois niveaux et on s'assure que sur les différents problèmes de santé, on ait des réponses sur ces trois niveaux, avec une petite nuance sur le dépistage. C'est que si on met en place un dépistage organisé par rapport à une maladie, un problème de santé, il faut être sûr d'avoir les réponses derrière. Voilà. Et il y a des enjeux derrière. Mais voilà, ça c'est la structuration qu'on pose pour la prévention. Jean-Louis Bensoussan, votre définition à vous de la prévention? Oui, bonjour. C'est compliqué d'avoir une définition pour un médecin généraliste parce que la prévention n'a jamais été vraiment identifiée dans le parcours, ni dans les actes d'ailleurs. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous faisons en fait de la prévention pour tout et tout le temps et à chacun de nos actes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile de savoir quel est le budget effectivement consacré à la prévention. On y reviendra sûrement. Donc oui, quand j'ai un diabétique, vous avez parlé de prévention secondaire. Quand je donne des conseils de nutrition, je fais de la prévention de complications de son diabète au quotidien. Quand je suis face à un patient qui a quelques troubles cardiovasculaires et que je lui parle des facteurs de risque, je fais de la prévention aussi. Bien sûr, la vaccination, ça c'est la référence en matière de prévention primaire. Une personne âgée, on fait de la prévention de la fragilité, donc de la dépendance. C'est aussi du quotidien. Donc les limites sont extrêmement difficiles à définir. Et juste pour rappeler la phrase de la loi HPST qui définit les missions du médecin généraliste, donc le médecin généraliste doit contribuer à l'offre de soins ambulatoires en assurant la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi du malade, ainsi que l'éducation pour la santé. Donc vous voyez, c'est extrêmement large et la prévention a une place certaine, mais une place mal définie dans tout ça. Catherine Poirier, pour vous qui représentez donc le groupe AG2R Mondial, votre propre définition de la prévention? Donc ce ne sera pas forcément une définition, mais un peu un angle de vue. Donc nous, en tant que groupe de protection sociale, on peut avoir, on va dire, deux visions de la question. En tant qu'assureur, eh bien, la prévention, elle va avoir pour objectif de contenir ou de réduire les risques, et notamment, par exemple, les risques professionnels. Nous, on assure 84 branches professionnelles, donc sur un certain nombre de métiers. On a clairement des risques avérés liés à l'activité. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis, par rapport à notre mission, notre casquette engagement social, donc là, on va avoir une autre approche, et la prévention, elle va surtout permettre l'autonomie, la qualité de vie et l'équilibre social des personnes. Donc ça va être plutôt sur cet axe-là qu'on va essayer d'agir. Mais dans les deux cas, ça se rejoint. Nous, notre positionnement, je dirais, il est sur l'incitation et la sensibilisation. Voilà. Pour les kinés que vous êtes, Jean-Yves Lemaire et oui, Stéphane merci. Michel. Eh bien, je vais prendre les définitions à l'envers. On a parlé de l'OMS avec ces 3 stades de la prévention. Eh bien, la prévention tertiaire, les kinés savent faire. C'est quand une maladie est apparue, qu'elle laisse des séquelles, et je crois que c'est le cœur de notre métier. Et puis on remonte, la prévention secondaire, c'est quand on a des patients qui, heureusement, il y en a quelques-uns, un certain nombre, qu'on arrive à sortir de l'ornière et qui repartent sur le terrain avec
en particulier dans le monde du travail, les TMS et les maux de dos, comme on parle beaucoup, et qui peuvent reprendre une vie quasiment normale. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la nouveauté, le nouveau concept, c'est cette prévention primaire vous m'avez tout à l'heure présenté comme étant l'un parmi un grand nombre de kinés qui étaient conscients qu'il fallait laisser et remettre en premier plan cette prévention primaire qui est avant l'apparition d'une maladie, avant l'apparition et avant des séquelles, pour pas qu'il y ait des séquelles. Donc pour moi, je crois que le cœur peut-être d'aujourd'hui devrait être centré vers cette prévention primaire avant l'apparition des maladies. Mais là, autant on comprend qu'effectivement un vaccin, c'est facile, enfin on comprend tous comment ça se passe, à quoi ça sert, mais la prévention primaire pour les kinés, concrètement, ça peut représenter quoi? C'est des cours de gym? C'est quoi? Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. On y viendra régulièrement, ça peut être, et je rappelle que les kinésithérapeutes ont compétences pour animer des cours de gym, des salles de musculation, etc. Ils ont d'ailleurs un atout exceptionnel, c'est qu'ils connaissent les pathologies. Donc connaissant les pathologies, on en connaît les risques et on peut intervenir mieux en primaire. Mais intervention en primaire, lorsque, je vais faire un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien, dans les années 90, bien après que d'autres aient déjà travaillé avant nous, la prévention primaire, sur votre question, c'était déjà aller dans les écoles, observer les enfants comme ils étaient assis, et essayer de prévenir ces maux qu'on a appelés les maux du siècle et les maux du dos. Donc c'était un petit peu à l'image des dentistes qui ne sont pas là, qui ont fait très tôt de la prévention de l'hygiène bucco-dentaire. Donc dans notre esprit, la prévention primaire, c'était aller dans les écoles. C'était aussi, madame, aller dans le monde du travail, les actifs, l'adulte, pour montrer, étudier les gestes nocifs avec ces TMS, les maladies musculo-squelettiques. Et puis c'est aller dans la troisième partie, la richesse de la vie. Et je choisis mes mots exprès, qui est l'âge, le grand âge et le super grand âge, parce qu'on peut encore faire des choses, et au grand âge, la preuve, la plupart des retraités font presque le tour du monde, eh bien on peut leur apprendre avant, et c'est là aussi cette prévention primaire, donc aux 3 âges de la vie, l'enfance, l'âge actif au travail et la retraite. Donc c'est cette prévention primaire-là avant les maladies, madame. Stéphane Michel, vous partagez la même analyse que votre confrère Jean-Yves Le Merle? Alors, oui, je représente Stéphane Michel. Pardon, oui. Mais c'est pas grave. Là, je suis un peu plus grand, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Je partage complètement l'analyse de mon confrère. Il est bien, en tout cas pour les kinésithérapeutes, il est bien clair que dans nos cabinets, on est amené, donc on fait beaucoup de curatifs, mais très largement on aimerait vouloir faire du préventif parce qu'on a énormément à faire là-dessus, c'est dans notre domaine de compétences. Alors pour les confrères, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que pour aller solliciter donc ces gens, le jeune âge, l'adulte dans l'entreprise et le grand âge, il va falloir aussi, nos cabinets c'est bien, mais il va falloir pouvoir en sortir aussi. Et ça va être ces solutions-là qui vont pouvoir être abordées aujourd'hui, mais c'est vers cette chose-là qu'il va falloir se tourner. Alors, nos cabinets, ça reste quand même très imprégné du curatif, et il va falloir quand même qu'on puisse, nous, se prendre par la main pour aller en dehors, et en tout cas faire un peu notre savoir. D'évangélisation, on va dire. Voilà, et puis aussi qui correspond à notre domaine de compétences. Mais frapper à la porte de l'éducation nationale, c'est pas forcément évident. Non, alors c'est vraiment quelque chose même de relativement compliqué. Il y a plusieurs portes en plus. Voilà, on peut rentrer par les portes et par les fenêtres, donc ça peut être pratique. Mais il est certain qu'en fait, autant le ministère de la Santé peut être informé et adhérer à un projet de prévention, notamment par exemple sur l'enfance et des projets comme M-Tondo, on va dire, autant l'éducation nationale a un petit peu plus de mal à y accéder, et donc tout ce qui est communication interministérielle devient de vite très compliqué. C'est très lourd, c'est un paquebot, c'est de l'administratif. Ouais. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, effectivement. On va passer à vous, Éric Regnault, sur l'ARS. Moi, j'aimerais savoir, dans le cadre de votre budget, de votre agence, quelle est la part du budget prévention que vous accordez? Alors, si je vous donne le chiffre comme ça, il va être assez impressionnant, je vais vous le donner. J'espère. Mais oui, il est assez impressionnant dans le sens négatif, mais en réalité, il ne reflète pas la totalité de ce qui est investi sur la prévention. Moi, je suis responsable du service prévention, promotion de la santé à l'ARS.
Pour mener les actions dans le cadre de notre politique, on nous alloue annuellement environ 10 millions d'euros. Quand on regarde les dépenses, l'enveloppe des dépenses de santé sur Midi-Pyrénées, on est à 8,7 milliards. Mais nous, tout seuls, nous ne représentons qu'une petite partie de tout ce qui est fait. Et dans les enveloppes qui vont vers le soin, vers les établissements médico-sociaux, vers les établissements de santé, l'enveloppe soins de ville, en réalité, dans tous les actes qui sont pratiqués chez tous les professionnels, vous l'avez déjà évoqué, mes collègues l'ont déjà évoqué, il y a une partie de prévention dans les actes quotidiens. On parlait de la vaccination, etc. Et donc, ce que nous gérons pour mener des actions qui sont plus des actions collectives, par exemple, déploiement du plan national nutrition santé, donc des actions en lien avec des municipalités, les actions de prévention sur le tabac en milieu scolaire, sur l'alcool, l'alcoolisation massive, enfin, voilà, les conduites à risque, etc. Oui. Voilà. Donc c'est 10 millions d'euros aujourd'hui. Mais alors, quand on regarde, il y a des économistes de la santé qui ont fait des simulations, des calculs. Enfin, moi, les derniers chiffres que j'ai en tête, en France, c'est 2% en fait de ce qui est mis dans le budget de la santé, qui irait dans la prévention au sens large, voilà, à peu près. Alors c'est pas beaucoup, mais en même temps la prévention ça coûte pas très cher, et par contre ça peut rapporter rapporter en gain de santé, quoi, et donc en économie de santé. Alors justement, Jean-Yves Lemaire, allez-y, parlez sans crainte, prenez le micro. Oui, il va falloir me couper le micro. Parce qu'on va aller au vif du sujet, si vous voulez. Je crois que pour faire de la bonne prévention, il faut avoir des moyens. Alors, monsieur le représentant de l'ARS, je vais parler au niveau national. Première chose, pour avoir des moyens, si on met vous avez vu ce que ça représente, 10 millions par rapport à des milliards. 8 milliards. On a 25 ans de retard, 30 ans de retard par rapport aux pays nordiques, où on ne fait pas 2% de prévention, mais on fait 50 ou 60% de prévention. Donc là, moi, ça m'affole. C'est qu'on a du retard. Et puis, ce qui m'affole derrière, on va aller encore au but, même si les représentants de l'État ne sont pas là. Je ne vais pas avoir la langue de bois. Vous savez tous et toutes, mais si vous ne le savez pas, on va vous le dire, c'est qu'il y a un budget pour la santé qui est prévu sur 3 ans, 2015, 2016, 2017, avec des objectifs, ce qu'on appelle l'ONDAM, le financement de la sécurité sociale. Eh bien, sur ces 3 prochaines années, il va être sans cesse en baisse. Et pour moi qui suis des Pays de la Loire, j'ai posé la question à la directrice, jeune directrice de l'ARS, qui a esquivé la question. On aura de moins en moins encore pour la prévention. Donc il va falloir effectivement remonter les manches, parce que faire de la prévention de qualité sans aucun moyen, ça ne va pas être facile, mais on est là, et vous avez vu la taille des bras de Fabrice, ça va y aller. Mais je suis inquiet. Un budget en particulier sur la prévention qui va régresser dans les 3 prochaines années, alors que la loi santé, qui est en train d'être débattue, met en main axe 1. L'axe 1, c'est la prévention. Comment peut-on mettre dans une loi l'axe 1 que partagent, je pense, tous les professionnels de santé qui sont là, quand on peut le mettre comme axe prioritaire en diminuant dans les 3 prochaines années les moyens. Merci. Ça va faire réagir, j'imagine, dans la salle. Ça va réagir Jean-Louis Bensoussan. Vous partagez l'analyse de Jean-Yves Lemerle ? Oui, je la partage, bien sûr, en ajoutant des éléments. C'est-à-dire de dire qu'on est sur des chiffres qui sont ridicules. Mais en fait, la prévention, heureusement, dans notre pays, ce n'est pas ces chiffres-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait de la prévention dans la quasi-totalité de nos actes au quotidien. Oui. Donc, il faudrait ça fait partie du job. Voilà, ça fait partie du job. Donc, il faudrait prendre, je ne sais pas moi, 30% de ce que nous faisons, 30% de ce que nous prescrivons. Je ne sais pas, je dis un chiffre comme ça parce qu'il n'a jamais été réellement chiffré. Mais est-ce que vous savez quantifier d'ailleurs dans une consultation qui dure à peu près, grosso modo, 20 minutes, quelle est la part du temps que vous attribuez, vous, à la prévention ? Est-ce que ça... 17 minutes en France. C'est une des consultations les plus longues d'Europe, je ferme la parenthèse. La part qui est... Mais non, je peux pas vous le dire, mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est tellement systématique, oui. et c'est tellement dilué. Oui. Donc, certains jours, peut-être que je vais prendre 12
12 minutes sur de la prévention et 3 minutes sur du soin parce que ça sera une pathologie simple, et d'autres cas, ça sera l'inverse. Donc, je ne peux pas vous le chiffrer. Mais ce que je voulais dire, c'est que la différence avec les pays nordiques qui ont été cités, c'est le mode de rémunération des professionnels de santé. Et donc, on se heurte à chaque fois à ça. Par exemple, je prends l'exemple de la vaccination antigrippale, dont on parle beaucoup en ce moment. Cette vaccination, elle est gratuite. Mais non, elle n'est pas gratuite. C'est le vaccin qui est gratuit. Quand on envoie 10 millions de bons, c'est pour aller chercher son vaccin à la pharmacie qui coûte 6,40 € ou 6,60 €. Mais la vaccination, le geste lui-même n'est pas gratuit. Voilà une chose qui pourrait être mise en place, que la vaccination soit aussi différée, soit en dispense d'avance de frais pour le patient. C'est ce que font les pays nordiques. Autre exemple, en Irlande, par exemple, un médecin généraliste qui est pourtant payé à la capitation, c'est-à-dire il est en quelque sorte payé au nombre de patients et non pas à l'acte, eh bien quand il fait une vaccination antigrippale, il a une prime à la vaccination. On a voulu pousser la vaccination dans certains pays, en plus de la rémunération qui n'est pas à l'acte. Donc tout ça, ce sont des pistes. Il y a une carotte. Ce sont des pistes, bien sûr, ce sont des pistes. Alors, on a introduit, nous, en France, depuis maintenant 2-3 ans, la rémunération sur objectif de santé publique, qui est une bonne chose. Et je le dis ici parce qu'elle a été un petit peu minimisée par certains. C'est une bonne démarche, mais c'est encore minime, notamment la part de la prévention dans cette rémunération est trop faible. Donc, il faut revoir complètement le mode de rémunération pour pouvoir introduire une véritable place à la prévention, qui pourrait être, par exemple, puisqu'on a aujourd'hui des patients qui signent une forme de contrat avec nous, puisque nous sommes le médecin traitant d'environ 800 patients. Médecin traitant, ne dites pas référent, ça va irriter certains. Ça, c'était avant médecin traitant. Non, mais j'aime bien ce terme de référent, mais c'est plus celui qui est utilisé. Donc le médecin traitant, il a aujourd'hui 800 patients assurés sociaux qui ont signé un contrat avec lui. C'est une moyenne. On pourrait imaginer, par exemple, une consultation systématique tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de la tranche d'âge, uniquement consacrée à la prévention. Voilà des pistes que nous mettons sur la table, nous, syndicalistes, quand je dis nous, mais qui aujourd'hui ne sont pas beaucoup suivis ou entendus. Donc il y a des moyens, mais il faut aller chercher des sous là où ils sont. Alors, donner la parole justement à Catherine Poirier qui veut réagir là-dessus. Allez-y. Oui, nous, peut-être 2 éléments qui donnent un peu de perspective et peut-être d'espoir. Donc, par rapport aux entreprises, justement, qui nous sollicitent, donc en prévoyance ou en santé, ce qu'on voit, c'est que sur les appels d'offres, donc les cahiers des charges de ces entreprises, il y a maintenant de plus en plus, et je dirais presque systématiquement, un questionnement sur « Et vous, assureurs, qu'est-ce que vous nous proposez ?» en matière de prévention santé pour nos salariés. Donc souvent les questions, parfois elles peuvent orienter sur des thématiques, par exemple les TMS, le sommeil, etc. Mais parfois c'est assez large et on vient nous interpeller sur quelles sont nos actions, quels sont nos programmes et qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement. Donc là où par contre c'est un peu plus flou, c'est sur justement qui paye. Ça c'est vrai qu'en général dans les cahiers des charges ce n'est pas abordé. Donc on nous laisse un peu venir, je dirais, là-dessus, voir comment on peut imaginer de consolider et de faire le montage financier de tout ça. Et puis un autre élément aussi qui apparaît depuis la loi Annie de 2013, c'est, je dirais, la clause de engagement haute solidarité, là c'est un terme un peu spécial, mais qui permet donc dans les accords collectifs de dédier 2% des cotisations. Donc les cotisations, ce sont comme des montants forcément assez importants, donc on retrouve le 2%. Alors non pas forcément uniquement à la prévention, mais à des actions de solidarité pour l'ensemble des salariés de la branche. Et donc ça peut être, là aussi, on peut trouver, on va dire, une enveloppe financière pour proposer des actions collectives en matière de prévention. Alors, en parlant d'actions collectives, ça se passe comment ? Je veux dire, vous êtes contacté par donc les entreprises en direct, j'ai bien compris, mais aussi donc par les branches ? Voilà, donc c'est vrai qu'avec les branches, ça peut être plus structuré. Donc, parlons des coiffeurs, par exemple, qui est un métier donc, avec les tendinites, tout ça. Voilà, il y a des troubles musculo-squelettiques chez les coiffeurs. Et puis, il y a aussi des allergies respiratoires et cutanées. Donc, je vous rassure, pas pour les clients. Oui, mais pour ceux qui sont exposés de façon récurrente à ça. Donc là, on a monté un dispositif depuis 2007, global, avec l'assurance maladie, qui vise d'une part à sensibiliser
ces métiers, donc avec des guides, un site internet dédié à la prévention de ces risques professionnels pour déjà faire connaître, parce que c'est pas forcément et aller aussi dans les CFA et dès l'apprentissage faire connaître ces risques. Et puis après concrètement, on a développé un label. Coiffeur vert développement durable, mon coiffeur s'engage, donc qui est plutôt une politique qualité dans la durée, qui va jouer sur le côté développement durable, recyclage, etc., mais aussi sur la santé des salariés. Parce que il faut aussi assurer du matériel plus ergonomique pour éviter la survenue de ces risques. Et concrètement aussi, il y a une aide financière de 5 000 € pour que le salon puisse s'équiper de façon ergonomique et puisse aussi avoir des produits moins toxiques pour que ces salariés se portent mieux. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'actions concrètes. Et puis, sur d'autres métiers, donc nous on assure beaucoup l'agroalimentaire, donc dans ces métiers-là, je dirais les viandes en gros, l'abattage, etc. Donc on va avoir des métiers, même dans le commerce de détail, des métiers où il y a pas mal de pathologies avérées. Et donc là, c'est pareil, c'est sensibiliser, faire connaître, et puis après, je dirais enclencher, donc par exemple promouvoir une première consultation gratuite ou des consultations sur le lieu de travail, enfin voilà, permettre à ces professionnels enclencher. Et donc un mot juste sur ces actions-là qui financent, aujourd'hui c'est sur les excédents du contrat. Donc c'est en fait je dirais les professionnels qui décident, et nous on est opérateurs, voilà, on est partenaires, on les aide à ça, mais c'est aujourd'hui financé sur les contrats. Nicolas Machuret. Alors, moi je voudrais réagir sur 2 points. Donc, je voudrais réagir sur les propos de M. Bensoussan. Je partage complètement votre point de vue sur le fait que vous passez certainement beaucoup de temps sur le domaine préventif, sur la prévention, l'éducation thérapeutique du patient, pour lui parler de prévention. Et il faut bien imaginer que les kinés, par exemple, si vous le voyez une fois et que nous, on va l'amener à le voir une dizaine de fois pour des séances, on remet la couche 10 fois de suite. Donc là, je pense que en termes de temps passé en prévention pour les patients est énorme. Alors, moi, je me place donc, kinésithérapeute. On est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que le curatif est là, mais on a bien conscience aussi et surtout qu'on veut se diriger vers du préventif. Pour faire de la prévention, donc soit secondaire, soit primaire, on prend du temps sur nos temps de traitement, et ce qui est normal, mais derrière, en effet, c'est ma deuxième interrogation, c'est sur la rémunération. Donc nous, on se bat, et c'est en cours actuellement, on en parlera certainement 5 minutes. Avec les syndicats, oui. Sur faire reconnaître ça, et que déjà avoir une reconnaissance puis amener à une rémunération, enfin objectiver tout ça, parce que là aussi tous les professionnels de santé ont besoin de faire ça et d'être coordonnés là-dessus. Et puis moi je reste un peu surpris parce que on sait que si on regarde un petit peu au niveau national, des actions de prévention primaire menées par des kinésithérapeutes, ça existe sur le grand âge, en milieu scolaire, en entreprise. Et pourtant, ces gens-là arrivent à trouver des subventions, ou en tout cas, on arrive à ce que ces gens-là puissent être rémunérés. Alors, moi, ce qui me gêne, voilà, c'est que ça reste un petit peu opaque, c'est un mal défini. Alors, je sais bien que vous soyez là et que ARS et on va dire organismes complémentaires qui puissent mettre en avant. Oui, alors soit on fait une réelle politique et on veut aller s'engager dedans, et on donne les moyens de le faire, et peut-être pas sur des excédents de contrat, mais essayer peut-être de mettre ça un peu plus en avant, parce qu'il faut savoir que pour 1 € mis dans la prévention, ça rapporte 2,5 fois. Donc parlons business, hein, je mets 1 €, ça me rapporte 2,5 fois ma mise de départ sur 1-2 ans selon les moyens qu'on a mis, voire un petit peu plus. Je pense que tout le monde a y gagné, aussi bien les soignants, les professionnels de santé, les assureurs et tout type d'organisme, et le salarié ou le patient. Et donc après, c'est redéfinir un petit peu là où sont les ressources, là où on peut aider. Si on veut vraiment mener une politique de prévention au niveau de notre pays, il va falloir qu'on identifie les acteurs, ça c'est important, et deuxièmement qu'on puisse leur donner les moyens d'agir correctement. Vous voulez dire en clair que vous n'êtes pas payé à votre juste prix? Mais on n'est pas payé du tout. Allez faire de la prévention dans votre cabinet, vous n'êtes pas reconnu pour ça. Allez expliquer, vous dites voilà, je vais faire il faut vous organiser localement et faire des petites choses comme ça. Ou alors vous allez donner du conseil, comme on va appeler ça du conseil, mais pour autant vous n'allez pas être rémunéré pour ça. On est payé pour un acte kinésithérapique,
bien que la prévention d'un domaine de compétences, on ne va pas valider. Bon, on va parler chiffres, 2 minutes, mais Jean-Louis Bensoussan disait que c'était 17 minutes la moyenne d'une consultation pour un médecin. Chez vous, c'est combien, un masseur? Ça peut passer on passe une demi-heure, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais à quasiment toutes les séances, on parle de prévention. Donc c'est des gens qui peuvent rester une demi-heure, une heure et demie chez nous. Donc 23 € la consultation de 17 minutes. On est plutôt aux alentours de 15,30 € pour nous, quoi. D'accord. Donc il y a quand même un petit gap entre les deux. Comment on peut payer à son juste prix la prévention? Ces messages que vous diffusez, ces conseils que vous prodiguez, comment ça peut se payer? C'est-à-dire qu'il faut faire du dépassement d'honoraires pour être payé à votre juste prix? Ah mais allez-y, allez-y. Je reprends le micro et je ne vais peut-être pas tout à fait répondre à votre question parce que je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut faire des ouvertures positives. On est là pour faire des ouvertures positives. Je me suis lâché tout à l'heure. Maintenant, des ouvertures, il y en a. C'est-à-dire que la prévention, sans doute qu'elle ne peut pas être financée que par la santé. On a parlé ici du monde de l'entreprise. Mon voisin et confrère a parlé du ministère de l'Éducation nationale. Bien, je crois que les portes s'ouvrent. Les politiques, là, au mi-février, il y avait des journées parlementaires sur la santé au travail. Une salle presque comme ici, presque, puisqu'il y avait 460 personnes dans la salle, et les parlementaires qui étaient à la tribune ont dit qu'effectivement, il était grand temps de faire de la transversalité entre les différents ministères, l'éducation nationale, la santé et le travail, pour trouver des moyens à la rémunération. Elle est là. Il ne faut pas se retourner. La santé ne peut pas tout. Donc les choses bougent. Tout le monde, les choses bougent. Espérons que ça ira un petit peu plus loin que ça. Et puis, je serai redondant sur ce qu'a dit mon confrère, mais je crois qu'il faut que tous les kinésithérapeutes qui s'orientent vers la prévention, bien rappeler à nos financeurs qui nous disent « mais ça coûte cher », il l'a dit. Et à ces journées parlementaires, les parlementaires eux-mêmes ont dit que 1 € investi en prévention avait un retour sur investissement pour l'entreprise, puisque c'était la santé au travail, de 2 €. Donc il faut que tous ces gens-là qui y retrouvent, parce que la productivité, on est dans un monde, il ne faut pas se le leurrer, du business, de l'économie, etc. Donc c'est clair, toutes les entreprises qui ont montré des projets de prévention bien conduits ont trouvé un retour sur investissement, d'abord sur le bien-être des gens qui travaillent, et quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et on travaille mieux, et c'est financièrement, ça crée une économie à la société. Éric Regnault, prenez votre micro. Alors, effectivement, le système de santé à lui seul n'est pas responsable de tout l'état de santé de la population. Il y a un ensemble de déterminants de santé qui ne relèvent pas que de notre champ. Il y a l'environnement social, il y a les comportements individuels aussi. Voilà. Donc, le fait d'avoir des ressources très limitées fait qu'on devient, on réfléchit et qu'on devient un peu inventif pour trouver d'autres solutions et des cofinancements avec d'autres institutions et d'autres secteurs. Donc, pour la région Midi-Pyrénées, par rapport à l'éducation nationale, puisqu'on en a parlé, avec l'ARS a fait une convention avec l'éducation nationale pour développer des programmes en milieu scolaire. Non, on a un cadre existant, et après on réfléchit, on peut trouver on cherche des sources de financement. Quelle campagne, par exemple? Par exemple, on travaille sur le déploiement du plan national nutrition santé, sur les questions de mal-être chez les jeunes. Voilà. Ce sont des programmes qu'on développe. Et avec les kinés, vous avez des relations, alors, justement? Non, mais justement, on peut tout à fait se revoir et puis réfléchir avec l'éducation nationale, puisqu'on a développé le partenariat. Alors ça a été un peu long à mettre en place, mais ça y est, on a une convention depuis fin 2012 qui existe pour mettre en place ensemble des actions. Donc on peut tout à fait se revoir dans ce cadre-là, y compris avec quelqu'un du rectorat. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais maintenant redonner la parole à Catherine Poirier sur les actions mises en place par la G2R vis-à-vis des salariés, là, cette fois-ci. Vous faites, en dehors des conventions que vous avez avec les branches et les entreprises, qu'est-ce qu'il y a comme autre type d'action que vous menez pour mettre en place des actions de prévention ? Donc on mène pas mal d'actions de sensibilisation sur les territoires, donc à travers des journées, des petits déjeuners, des conférences, enfin voilà, sous différentes formes. On veut essayer de faire toucher du doigt
un peu les personnes, les dirigeants d'entreprise, les salariés, les seniors, bien sûr. Nous, on a un peu tout le panel, je dirais, des clients sont extrêmement vastes. Donc, on est là pour montrer, effectivement, innover aussi, trouver des démarches originales, et puis essayer de faire bouger les lignes, quoi. La difficulté, ça va être effectivement le passage à l'acte, et puis le passage à l'acte dans la durée. D'induire un comportement. Voilà, changer de comportement. Et là, on voit que c'est là où c'est compliqué, parce que les messages, ils existent. Je crois que les gens, ils ont quand même bien appréhendé ce qu'il fallait faire, mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils font ou qu'ils ne font pas, hein, Les voilà, habitudes ça, sont parfois tenaces. Ça, voilà, c'est pas forcément évident. Mais on essaye de travailler à ça. Alors justement, parmi les actions que vous avez mises en place à la G2R pour prévenir et sensibiliser, il existe une opération donc, qui s'appelle le village bien-être. Il s'agit d'une action qui a été destinée, si je ne m'abuse, aux personnes âgées, mais pas que. Une équipe de journalistes est d'ailleurs allée filmer ce village bien-être. C'était aux alentours de Marseille. On va regarder ce reportage tout de suite ensemble et puis on en reparle tout de suite après. En plein Marseille, un drôle de campement champêtre a poussé sur les pelouses d'AG2R La Mondiale. Merci. Vous accompagnez. C'est pas super vieux. Oh, c'est notre loi tous. Le village bien-être est un rendez-vous atypique, entièrement consacré au bien vieillir. Il s'adresse à un public mélangé de retraités, de personnes malades ou fragilisées par la vie, de vieux migrants, qui vont découvrir que pour rester en bonne santé, il faut d'abord s'occuper de soi. Quand on vieillit, il y a plein de choses qu'on redoute. Le vieillissement, ça fait un petit peu peur quand même à tout le monde, hein. Et donc, je voudrais connaître un peu les méthodes pour améliorer la vieillesse. Une douzaine d'espaces gratuits, dédiés notamment à la relaxation, au bien-être ou à la nutrition, proposent de s'initier à des pratiques méconnues. Donc le but, c'est d'utiliser les cordes vocales pour maintenir le son et leur donner de la force aux cordes vocales. Voilà. Sur place, des stands pour faciliter aussi la vie de tous les jours, surtout quand on est en perte d'autonomie. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Voilà, je vais prendre un petit peu la documentation, parce qu'il y a des choses que je faisais avant que je ne peux plus faire. Oui. D'accord. Oui. Vous avez des travaux chez vous à faire, des petits travaux, des choses comme ça également? Oui. Alors on a le service qui s'appelle Domi Travaux. On se laisse aller, arrivé à un certain âge, on se dit oh là là, je ne veux pas aller jusque là-bas, c'est trop loin, je ne veux pas. Alors que là, ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Éric Sanchez, l'inventeur du village bien-être, a su s'entourer d'intervenants qui ont en commun une approche humaniste. Certainement une des clés de la réussite de la manifestation. On a commencé par tâtonnement à chercher des gens avec qui on allait avoir une affinité presque philosophique, hein. On allait avoir le même ADN d'action sociale et non pas juste un prestataire qui vient faire sa technique et nous quitter à 18h le soir. C'était pas du tout ça l'esprit, donc c'est pas un village pour bobos, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour des populations fragiles, mais qui est fait dans un esprit presque communautaire, au sens noble du terme. La philosophie du village bien-être est de considérer la santé comme un tout. Un bout de sportif. Prendre soin de son corps passe par un bilan médical, mais également par un peu d'exercice physique, comme ici avec le tai chi. Une discipline douce, adaptée à tout public, des retraités en forme, aux malades d'Alzheimer qui vont pratiquer ensemble. Bien vieillir, c'est aussi entretenir un esprit agile et sa mémoire. Relisez une petite fois, je pense que vous en avez oublié un petit peu. Pas beaucoup, c'est bien. Jaune, bleu, blanc. Jaune, bleu et blanc. C'est sans faute. Cette initiative originale, née il y a 6 ans, devrait faire des émules dans tout le réseau AG2R La Mondiale en France. Et pour cause, cela fait sens. Je crois que la banalisation du lieu, le jardin, hein, tout simplement, les tables, l'amitié et la convivialité sont importantes. On ne peut pas toujours être dans l'ambiance hospitalière. Cette atmosphère, ce ciel bleu, ce soleil, ces tentes disposées ainsi sont tout à fait extraordinaires et c'est pour ça que c'est une réalisation exemplaire, le mot est juste.
l'intention peut être la plus délicate du village. L'atelier du photographe pose un regard doux sur la vieillesse. Depuis 10 ans, je m'occupe de ma maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et là, ces 3 jours vont me faire beaucoup de bien. Et j'y penserai. Et j'y penserai. C'est-à-dire qu'on essaie que ces outils qu'on leur propose, ils se les approprient de façon concrète dans la vie de tous les jours. Puis ça nous permet aussi de l'exporter en fonction de certains événements, de le proposer dans des établissements pour des personnes en situation de handicap, de venir avec quelques ateliers, de le proposer au travers de tournées qu'on peut faire aussi dans des quartiers. Ça nous arrive sur d'autres formes de caravanes itinérantes. Le bénéfice du village bien-être va encore plus loin. Il crée un espace de rencontre et de partage entre des personnes qui sortent rarement de chez elles. On a passé une excellente journée. Il faudrait qu'on ait souvent comme ça. Qui a été organisé donc, par le groupe AG2R La Mondiale. On parlait, l'adjoint d'Éric Sanchez parlait justement d'appropriation de l'acte, du geste, etc. Est-ce que vous savez mesurer justement les bénéfices et les retombées de ce type de village? Est-ce que vous savez si après c'est vraiment suivi des faits ou pas? C'est vrai que c'est un peu toute la question. Il existe aussi quand même, nous on est très en lien avec la GIRCARCO et donc qui a un des axes forts, c'est la prévention santé, notamment à partir de 50 ans. Et donc on travaille aussi en lien avec les centres de prévention. Il y en a à GIRCARCO, il y en a 17 en France, et donc qui ont une approche effectivement large de médicale, sociale et psychologique, et qui permettent en fait quand les gens en sortent. Donc ça, nous on finance ça, ça se passe sur une journée, et les gens sortent avec je dirais presque un plan d'action, enfin un peu leur feuille de route quoi, personnelle. Et donc c'est vrai que les gens, donc on organise beaucoup de ce genre de manifestations et d'autres choses. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Ça, on ne sait pas trop. Donc ce qu'on va essayer de faire là, nous on a une plateforme, j'aime pas trop le mot, mais enfin une équipe dédiée, on va dire, qui travaille par téléphone et qui sont là pour un petit peu, qui pourraient être un peu des coachs en fait, enfin permettre. Coach, le mot est peut-être fort, mais enfin, permettre d'accompagner les gens justement dans la durée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontacter un certain nombre de personnes pour voir effectivement qu'est-ce qui a changé après, et puis les aider à trouver effectivement les bonnes orientations, les points d'entrée, les programmes qui leur sont adaptés, et essayer par ces appels qui peuvent être réguliers, d'être là un peu et de les soutenir dans la durée. C'est la piqûre de rappel qui permet justement d'avoir une prévention sur un long terme. Tout à fait. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis concrètement aussi par rapport aux entreprises, donc nous ce qu'on veut faire c'est pareil, on les a sensibilisés. Maintenant ce qu'on veut c'est leur apporter des solutions, donc des programmes clés en main sur l'activité physique, la prévention santé, donc travailler avec des partenaires, des professionnels pour arriver avec des offres. Dire on n'est pas là simplement pour vous inciter, mais on vous aide aussi au passage à l'acte. Et c'est vrai que les entreprises, elles sont, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense, de plus en plus interpellées par ces questions. Mais les entreprises, dans les entreprises, il n'y a pas qu'un seul type de métier. Je veux dire, quand on est à Airbus, on est sur les chaînes d'assemblage comme on est devant son ordinateur quand on est comptable. Comment vous faites pour pouvoir essayer de toucher dans une entreprise la totalité des métiers? Alors, après, on propose donc soit effectivement les métiers, ça va être des métiers avec des postures, des métiers un petit peu plus où on travaille à la chaîne. Donc là, ça va être des actions d'échauffement musculaire de ce type-là, donc en lien avec l'activité, ou alors sur des activités plus tertiaires, on va dire. Ça va être plus de la relaxation, de gérer le stress aussi, vraiment du sur-mesure à chaque fois. Voilà. Et puis parfois, on peut aussi proposer une action un peu forte de mobilisation pour faire prendre conscience ou jouer sur le collectif. Donc, ça peut être, par exemple, un challenge avec podomètre, pour inciter à la marche, par exemple. Nous, on a fait ça même en interne à la G2R. Donc, chacun a eu un podomètre qui permet de compter ses pas. Ça permet déjà de savoir est-ce qu'on est aux 10 000 qui sont la norme. Est-ce que c'est une journée molle ou est-ce que c'est une journée un peu plus active? Et puis après, de se motiver un peu. Mais là, vous faites intervenir des kinés, justement. Vous faites intervenir qui quand vous allez dans les entreprises? Qui c'est qui vient faire tout ça?
Parce que ça, c'est du médical. Là, ils se retournent vers moi et tout. Alors là, ils sont vachement intéressés. Vous avez vu tout de suite le regard qui se... Alors, c'est sûr que dès qu'on est sur des risques professionnels, comme je disais tout à l'heure dans les branches, oui, on va travailler avec des professionnels de santé. Voilà, c'est une bonne réponse. Là, c'est clair. Après, si c'est de la sensibilisation, là, on est plus ouvert, on va dire. Ça peut être, bien sûr, les professionnels aussi. Ça peut, mais pas que. Ça peut, mais c'est pas forcément... Voilà, donc on a un partenaire qui s'appelle, par exemple, l'IRFO ou Ciel Bleu, qui sont des partenaires associatifs, qui travaillent... voilà, avec la formation, je crois que c'est STAPS. Hein, voilà, ça. Ouais. Et effectivement, c'est... Vous êtes fait un copain, là. Bah oui, non, mais... voilà, mais bon, maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on s'est côtoyé, qu'on s'est rencontrés, les choses, elles vont changer. Non, mais voilà, donc on a un peu les deux approches. Bon, mais là, justement, voilà, les kinés sur des opérations comme celle-là, et je donne la parole ensuite à Jean-Louis Bensoussan qui piaffe d'impatience, ils peuvent être associés. Bien sûr, ils peuvent être partenaires de nos offres. Et puis, la force qu'ils ont, quand même, ils ont quand même une sacrée force par rapport aux autres réseaux, c'est qu'ils sont partout sur le territoire et qu'ils sont reconnus. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment essentiel, là, parce que là, pour le coup, nous, on engage notre image. On engage quand même AG2R La Mondiale. Et c'est-à-dire que si nous, on propose des programmes faits par des partenaires, faut qu'on soit voilà, faut qu'on garantisse... Il ne fait pas partie de la compagnie Figaro, mais il pourrait. Hein. Voilà, faut qu'on garantisse la qualité, la façon d'intervenir, les risques. Et en plus, c'est vrai que c'est une question extrêmement délicate. On a, chez un de nos clients, en Rhône-Alpes, on a d'abord donc offert, en fait, financé une première action et qui a porté ses fruits, puisque maintenant, l'entreprise, elle nous demande de mettre en place un dispositif récurrent, en fait. Et ça fait déjà, je sais pas, 2 mois qu'on a fait la proposition. Ils n'ont toujours pas signé à cause, effectivement, de l'engagement que ça représente pour l'entreprise de faire cette activité pendant le temps de travail. Donc, ils sont responsables et ils veulent vraiment s'assurer de la qualité et de ce à quoi ça les engage. Donc, c'est vrai que c'est une question sensible. C'est important, effectivement. Jean-Louis Bensoussan, je vous donne la parole. Non, ce que je voulais dire là, c'est que ce type d'initiative, c'est très bien. Personne ne peut dire que c'est pas bien, et c'est superbe de voir des gens qui sortent de leur lieu et qui consacrent un moment. Mais c'est comme les initiatives que peut prendre une ARS, c'est comme les initiatives que peut prendre une collectivité locale. Monsieur l'adjoint au maire vient de nous quitter, ou que peut prendre une caisse primaire d'assurance maladie. Je veux dire, chacun consacre un petit peu quelque chose à la prévention, mais tout ça se fait quand même en cercle fermé, sans retour vers les professionnels de terrain que nous sommes. Et les actions que fait l'ARS dans les écoles et dans le milieu scolaire, les médecins généralistes n'y sont pas associés, de la même façon que les kinés n'y sont pas associés. Ce n'est pas logique de faire comme ça. Les actions que vous faites ou que des collectivités locales font doivent être associées avec le terrain, avec les médecins, parce que c'est usagers ou ces patients, quand ils ont une pathologie, après, c'est vers nous qu'ils viennent. Ils continuent. Nous, on les voit pendant 20 ans, pendant 30 ans, longtemps, dans le suivi. Et donc, on fait de la prévention, bien sûr, primaire, mais ensuite secondaire quand ils sont malades, et ensuite tertiaire. Donc, vous voulez dire que tout ça, je vois que je suis approuvé, ils ne se cirent pas les chaussures et ils ne se grattent pas, ça va. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lien. Il faudrait être associé avec les URPS en région. Mais les URPS ou les syndicats ou les associations de formation, voilà, peu importe, je ne veux pas prêcher que pour une seule de mes casquettes, mais il faut qu'il y ait un lien, sinon les assurés sociaux y vont, comme ils vont à un week-end de détente que leur petit-fils leur a offert pour Noël. Donc c'est pas ça le but, il faut qu'il y ait un lien, et à ce moment-là, c'est de l'argent qui serait bien dépensé, parce que ça coûte cher toutes ces actions, hein, c'est pas, et voilà, c'est un peu dommage que de l'argent comme ça ne soit pas en lien avec nous. Donc je le dis, et je le dis devant le représentant de l'ARS, mais il le sait, je l'ai dit à d'autres occasions, faisons le lien et que nous soyons associés et que des budgets soient consacrés à ce type de choses. Coordination, en région, c'est le maître mot. Mais absolument, et y compris dans ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un retour. Et donc je reviens, parce que tout à l'heure, il y a eu
un petit échange là sur les kinés, les honoraires des kinés. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, c'est un grand débat ça. On en parlera dans la dernière table ronde. Malheureusement, je serai parti parce que je vais à Paris pour une grande manifestation demain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous y serez, bon, mais très bien, donc on continuera l'échange. Ce qu'il faut aussi que moi, médecin généraliste, je puisse faire, c'est demain prescrire effectivement un bilan kiné, par exemple, de prévention chez quelqu'un, une caissière d'un supermarché qui commence à avoir des troubles musculo-squelettiques, qui commence à avoir quelque chose qui en parle au détour d'une consultation pour autre chose, que je puisse dire, oula, attention, ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être prendre en charge dès maintenant pour ne pas que ça s'aggrave. Et ça, aujourd'hui, est-ce que je peux le faire? Je vous pose la question, je n'ai pas l'impression que je puisse le faire trop, quoi. A priori, prescrire un bilan aussi, c'est coté dans la nomenclature. Peut-être que je dis des bêtises, mais je ne crois pas. Après, moi, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que je pourrais pas, moi, vous être rémunéré directement en première intention d'avoir fait un acte de bilan et que ça vienne compléter en fait vos diagnostics, par exemple. Ça, on change un petit peu la donne. C'est-à-dire que les gens viennent en première intention. Ça pourrait être une piste à explorer et je pense que ce serait intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'ils passeraient par la case kiné sans passer par la case médecin? Après, il pourrait aller chez la case médecin, mais il y aurait un complément d'information qui pourrait être donné au médecin. Pardon. Allez-y. Je peux. Alors, 2 axes et je vais rester extrêmement calme. Rassurez-vous, madame. Je vois que mon coach, Fabrice, 1m95, 120 kg, m'a dit tu te calmes, donc je suis les mains presque bridées. Je réponds d'abord à cette question et je vais un petit peu plus loin. On est là encore pour l'innovation. Coordination entre les professionnels de santé et les médecins. Le médecin est le pivot. Oui. Bilan kinésithérapique préventif. Oui. Et pourquoi pas, derrière, le kiné prescripteur d'activité physique? Je vous pose la question. Avec, bien sûr, on renvoie le bilan que l'on a fait au médecin traitant. On lui simplifie un peu la tâche, il est débordé. Allez, ça y est presque, on va le faire passer dans la loi, je rêve un peu. Le kiné, prescripteur d'activité physique. Maintenant, je voudrais répondre à madame, et je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. On parle, il faut décloisonner. Je trouve vos actions merveilleuses, il faut les continuer. Mais elles ne peuvent pas continuer, se poursuivre, s'il n'y a pas du lien tout au long de la vie. La prévention, c'est un changement comportemental. Et vous voyez bien, je me suis teint un petit peu en gris-blanc pour montrer l'âge. Je suis maintenant un rebelle, un difficile à convaincre. Et qu'est-ce que ça sera dans 10 ans pour faire changer mon comportement? Ce n'est pas à la retraite, à 95 ans, c'est trop dur et j'ai de l'expérience et de l'expérience en échec. C'est dur de changer du comportement à 90 ans ou à 80. Donc la prévention, c'est toute la vie, en étroite harmonie avec la santé, médecin, pharmacien, kinésithérapeute, infirmier. Il ne doit pas y avoir de cloisonnement, madame. Et puis, quand je vous ai regardé, oui, tous les acteurs ne seront jamais assez nombreux pour faire de la prévention. Je vais choquer, oui, les STAPS ont une place, il y a des bénévoles qui la prennent aussi, puis il y a des kinés. Travaillons en harmonie, et pour qu'il n'y ait pas de cloisonnement. Oh, la seule petite remarque que je ferai, mais ce n'est pas à vous agir, il y a d'autres... C'est que c'est réservé, pour moi, la santé, c'est la santé de tous, et que ce soit, je ne veux pas citer le nom de votre assurance ou d'autres, ce sont que pour vos assurés. Et moi, j'ai une vision, je soigne tout le monde. Ce n'est pas parce que les gens dans la précarité, ils n'ont pas de complémentaire, et nous, la santé, on la fait pour tout le monde, et la prévention, on la fera pour tout le monde. Et enfin, ce qui me vient du fond du cœur, c'est que cessons dans notre monde de donner cette image négative de la vieillesse, d'encadrer, de coacher les vieillards. On est partout, il ne faut pas de rides, pas de cheveux blancs, il y en a assez, on a le droit de vivre, et je crains que certaines organisations ou certains messages qui soient passés dénigrent un petit peu la vieillesse, et on est aussi beau et intelligent quand on est jeune et quand on est un petit peu plus vieux. Ah ben.
Il est venu avec son fan club, c'est très bien. On va essayer de terminer parce que le temps passe vite, trop vite, et il va falloir terminer cette table ronde. Mais avant de la terminer, moi j'aimerais juste savoir, au regard de tout ce qu'on vient de dire, comment demain donner plus d'importance à la prévention, plus de place à la prévention. Vous avez forcément des pistes de réflexion là-dessus. Rapidement, Éric Regnault, quelles sont-elles ? Alors, je rejoins ce que vous avez dit dernièrement là, dans la table ronde sur la coordination. On le fait sûrement toujours pas assez, mais on s'y attache. Sur des sujets comme sur la vaccination, on a fait des groupes alors évidemment, c'est pour les masseurs kinésithérapeutes, ça vous concerne moins, mais avec les médecins, on essaie de travailler avec les infirmiers. Voilà. Sur la promotion de la vaccination, départementalement, comment on peut faire. Bon, voilà. On le fait sûrement pas assez sur d'autres secteurs. Je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est vraiment largement informer sur tous les programmes qui sont faits auprès des professionnels de santé libéraux pour pouvoir trouver les connexions. Juste sur la prévention, moi, il y a quelque chose que je tenais à dire, c'est qu'il faut vraiment absolument pouvoir valoriser tout ce qui est fait dès qu'on a des données probantes, des choses des programmes qui marchent, des actions qui marchent, vraiment les valoriser, parce que la prévention souffre d'un déficit de reconnaissance. Quand on compare aux soins, qui a une image d'efficacité immédiate, la prévention n'a pas toujours des résultats immédiats, sauf sur certains sujets comme la vaccination, évidemment. Mais il faut vraiment pouvoir valoriser ça. Et c'est vraiment un enjeu important pour la valoriser. Et mener plus d'études peut-être là-dessus, sur les bénéfices de la alors prévention. sur les études, c'est peut-être pas les professionnels de terrain, mais en tout cas, ils y contribuent, ils peuvent y contribuer largement. Mais vraiment ça, et puis travailler sur le transfert des actions probantes. Jean-Luc Bensoussan, donner plus de place à la prévention. Donner beaucoup plus de place à la prévention, en cerner mieux les limites, la valoriser pour l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent. La prévention, ça doit être du gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour l'usager, pour l'assuré, et gagnant pour le professionnel de santé. Délimiter mieux la prévention aussi dans les études des professions médicales. Aujourd'hui, quand un étudiant en médecine fait ses stages, il fait ses stages dans du soin, très peu dans la prévention. Donc ça aussi, c'est très important de le replacer dans le contexte. Et peut-être que là, on avancera. Aujourd'hui, vu les avancées qu'on nous annonce dans la loi, c'est pas trop ce qui est en train de se mettre en place, et c'est dommage qu'on passe à côté, là, encore une fois, dans une loi, et pourtant il y en a des lois hein, sur la santé. Encore une fois, on va passer quelque part à côté de la prévention. On va arriver à glisser des petites choses, mais ça va être minime. On prenait l'exemple tout à l'heure de la vaccination. Voilà, il semblerait qu'il y ait des petites évolutions dans ce sens-là, et que la place des professionnels de santé soit un peu plus renforcée par rapport à ça. Mais donc, moi, je crois que c'est ça qu'il faut bien intégrer, c'est la valorisation de cette partie de notre métier qui est importante, mais qui est aujourd'hui dévalorisée, comme vous l'avez dit, mais pas que pour les assurés. Catherine Poirier. Oui, donc ça passe aussi par le financement et la valorisation d'actions un peu innovantes. Et je voulais parler par exemple du programme Active que l'on finance et qui ne sont pas forcément pour des clients chez nous. Voilà, c'est pour des patients, puisque ça concerne en fait des femmes qui ont eu le cancer du sein. C'est avec l'Institut Curie. Et ce programme vise agit sur donc ce sont des femmes qui sont en rémission. Et donc ça agit sur la récidive, et l'objectif c'est de réduire de 50% les risques d'une récidive par un programme d'activité physique et de nutrition. Et donc des études scientifiques ont prouvé l'efficacité de ces démarches, mais on s'est heurté pour le promouvoir et le proposer à ces femmes par un certain nombre de résistances aussi, parce que c'est vrai que ces actions ne sont pas forcément toujours facile à expliquer, et voilà. Mais pourtant, donc là, en 2 ans, il y a 700 femmes qui ont suivi ce programme, donc c'est plutôt encourageant. Donc on peut imaginer développer de ce type de programme pour le généraliser au-delà de plus largement. Plus largement, tout à fait. Très bien. Jean-Yves Lemerle. 2 petits points. Le premier, et pour une fois, je vais faire de la publicité pour les ARS. Eh bien, c'est qu'il faut que les kinésithérapeutes qui sont là, et tous ceux qui sont les milliers qui nous accompagnent dans la tête, j'en suis sûr aujourd'hui, il faut qu'ils sachent faire connaître ce qu'ils font, parce qu'à la différence de la vaccination, des vaccinations qui sont indispensables, de la prévention pour le cancer colorectal 5, qui sont indispensables,
Nous, les kinés, c'est du corps, c'est de la main, c'est du savoir ressentir. On est au-delà de la vaccination. On est en corps à corps. C'est un colloque très particulier. Et je disais, cette promotion, monsieur ne l'a pas dit au niveau de l'ARS, faites connaître vos actions. Il y a un site dédié des ARS, c'est pour ça qui s'appelle Oscar. Et je le dis en public, les Pays de Loire nous ont dit qu'ils ouvraient largement aux kinésithérapeutes ce site Oscar avec déjà derrière les 1500 actions de prévention qu'ils sont dedans. Donc ce site est ouvert. Eh bien, j'ai pris la balle au rebond et en public que Oscar soit ouvert à toutes les actions de kinésithérapeutes. Et puis pour finir et pour être bref, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Eh bien, cette journée d'aujourd'hui organisée sur la prévention par la kiné, c'est déjà le stade 3. Il y en a eu dans les années avant 90, il y en a dans les années 90, avec, vous parliez tout à l'heure, du Comité national de prévention, kinésithérapie, Kiné France Prévention. Et maintenant, nous sommes au 21e siècle et je crois que l'élan kinésithérapie préventif est parti. Très bien. Bah, écoutez, j'espère pour vous qu'il est effectivement parti. Nicolas Machuret. Je rejoins complètement mon confrère. Et en fait, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, en tout cas pour les kinés, l'avenir au niveau préventif? Déjà, c'est d'être reconnu en tant que tel et que les différentes institutions le sachent et qu'elles nous utilisent. On a une expertise et tout le monde est prêt à la mettre au service des salariés, au service des travailleurs, au service des personnes âgées, au service des enfants. Et puis qu'on puisse organiser des congrès comme ils sont faits aujourd'hui pour pouvoir amener à en parler et solliciter les gens et avoir des interlocuteurs pour qu'ils puissent porter la bonne parole. Tout à fait, voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup.